Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Alors racontez-moi votre cas personnel, mademoiselle. Eh bien, il s'agit d'une dissertation sur Voltaire, première partie. Et alors, j'ai fait examiner cette copie par une haute personnalité de l'enseignement qui l'a jugée valoir à peu près 18-19. Et lorsque nous avons reçu la collante samedi matin, elle était jugée à 8 sur 20. Donc c'était une chose anormale, ou bien on s'est trompé de note, ou bien elle n'avait pas été jugée à sa juste valeur. C'était en 1961, mais chaque année, des candidats au baccalauréat se plaignent de leurs notes. Désolé, les contestations sont souvent inutiles, mais elles posent tout de même la question d'un examen qui sanctionne toute une scolarité en quelques heures d'épreuve. Une spécificité française qui a connu beaucoup de réformes depuis sa naissance il y a plus de 2 siècles, en 1808. Le bac qui occupe cette semaine près de 700 000 candidats et autant de familles françaises. Il est au programme de ce nouveau numéro de l'info dans le rétro. Mais avant de plonger dans les archives de l'INA, un point sur la QV 2016 avec Sonia Donadé. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience? Le désir est-il par nature illimité? Ou encore, pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Comme chaque année, la traditionnelle épreuve de philo a ouvert le bal du baccalauréat ce mercredi. Au total, 696 000 lycéens sont inscrits pour décrocher le précieux sésame. Cette année, l'examen se déroulera sur fond d'état d'urgence, d'Euro de foot et de grève. La ministre de l'Éducation nationale a demandé au centre d'examen d'être bienveillant avec les élèves. Les résultats sont attendus le 5 juillet prochain. Et sur le plateau, 2 spécialistes de l'éducation et 2 parents qui ont des enfants qui passent cette semaine le baccalauréat. Marie-Odile Merniac, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et auteur, il y a quelques années, c'était pour le bicentenaire du bac, d'une histoire du baccalauréat chez Archives et Culture. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et en face de vous, Jean-Michel Blanquer, vous êtes directeur aujourd'hui général de l'ESSEC, ancien directeur général de l'enseignement scolaire entre 2009 et 2012. C'est-à-dire que vous occupiez de la gestion notamment du bac. Vous avez organisé plusieurs fois le baccalauréat. Cette année, il y a une question intéressante pour nous sur l'histoire. Est-ce qu'il y a un intérêt à apprendre l'histoire? En tout cas, c'est semaine après semaine ce qu'on essaie de faire sur le plateau de l'info dans le rétro. Est-ce que l'ancien organisateur du bac que vous êtes, mais aussi le père d'un élève qui passe le bac, est-ce que vous espérez que tout se passe bien ou vous savez que tout se passe bien en général? À la fin, tout finit bien. C'est une immense horlogerie. Il faut se rendre compte que c'est pas loin de 700 000 jeunes qui passent le baccalauréat chaque année. Il y a 800 000 enfants à peu près qui naissent en France chaque année. Et aujourd'hui, entre 600 et 700 000 qui passent le baccalauréat. C'est donc la dernière grande institution nationale depuis la suppression du service militaire. Qui fonctionne bien peut-être, mais beaucoup aimeraient la voir disparaître, cette institution. C'est un peu l'esprit de cette émission. On va s'interroger sur le bac dans le temps, dans l'histoire. Est-ce que les problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes qu'on a déjà connus par le passé? Avec des archives de l'INA, comme chaque semaine, on va essayer de s'y pencher. J'aimerais qu'on commence par une première. On est le 26 juin 1961, donc c'est après les épreuves de baccalauréat. Comme cette année, il y a des journalistes sur le trottoir qui tendent le micro à des candidats, mais là, les notes ont posé un problème. Donc voilà ce qu'on pouvait voir dans le journal télévisé à l'époque. Alors racontez-moi votre cas personnel, mademoiselle. Eh bien, il s'agit d'une dissertation sur Voltaire, première partie. Et alors, j'ai fait examiner cette copie par une haute personnalité de l'enseignement qui l'a jugée valoir à peu près 18-19. Et lorsque nous avons reçu la collante samedi matin, elle était jugée à 8 sur 20. Donc c'était une chose anormale, ou bien on s'est trompé de note, ou bien elle n'avait pas été jugée à sa juste valeur. Vous êtes convoqué pour l'oral? Je suis convoquée pour l'oral aussi, mais enfin tout de même, je voudrais bien m'en passer parce que normalement je devrais être reçue. J'ai une très bonne copie de latin, une très bonne de français aussi. Ça devrait marcher, mais alors à cause de ce latin, je suis recalée. On réclame essentiellement une session en septembre parce que je crois qu'il sera impossible pour l'administration de la rue Vauquelin de corriger 70 000 copies et de revoir toutes les copies, de revoir tous les coefficients. Donc une session en septembre pour tous les élèves qui même n'ont pas les points nécessaires pour l'oral demain matin. Ah, c'est très intéressant ça, Marie-Odile Merniac. Est-ce que c'est une récurrence, un peu un marronnier de voir des étudiants, des élèves se plaindre du baccalauréat? Ah oui, il y a toujours des élèves qui se plaignent déjà de leurs notes.
surtout en philosophie. On avait un enseignant qui disait de toute façon, il était correcteur, l'élève peut avoir jusqu'à 12, 13 c'est pour moi, 14 c'est Platon, et au-dessus de 14 c'est Dieu s'il existe, mais pas d'élèves avec cette note-là, impossible. Donc on a tous les ans des disparités qui sont atténuées maintenant parce qu'on essaie de faire des péréquations, mais des disparités qui existaient d'un jury à un autre. Mais là, ce qui s'ajoute, à mon avis, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est un étudiant ou une étudiante qui dit il y a 70 000 candidats. Alors, aujourd'hui, il y en a 10 fois plus, mais c'est un peu cette idée-là, c'est qu'il y a tellement de candidats qui passent le bac, un nombre de profs tout de même limité. Est-ce qu'on corrige toujours correctement les épreuves? On voit que cette question posée il y a plus de 50 ans, on continue à se la poser aujourd'hui. Je pense que les correcteurs ont beaucoup de conscience professionnelle, ça j'ai aucun doute là-dessus. Le nombre d'élèves a augmenté, mais le nombre de professeurs aussi. Bien entendu, les chiffres sont toujours impressionnants. 700 000, c'est beaucoup. Mais en face, il y a des professeurs et qui sont rompus à l'exercice. Il y a certaines matières qui sont plus objectivables que d'autres. Une copie de mathématiques est plus objectivable qu'une copie de philosophie, c'est évident. Quoique, je me souviens, exemple personnel, quand j'étais à l'UFM, après l'agrégation d'histoire, on nous avait donné deux copies de mathématiques avec la même correction, aucun n'était prof de maths, et il y avait des écarts de notes considérables, parce qu'il y a aussi de l'appréciation. Bien sûr, ça peut exister, mais néanmoins, en gros, on arrive à objectiver certaines disciplines un peu plus que d'autres, et il y a aussi, bien sûr, des effets de jury, des effets de lissage, on fait attention aux différences de notes, etc. Donc on n'éliminera jamais la subjectivité du correcteur, et tant mieux, c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans un monde de robots, mais en même temps, on ne peut pas penser que c'est la pure loterie. Les bons élèves réussissent toujours à décrocher un bac avec mention. Et on était là en 1961. À l'époque, je crois qu'il n'y avait que 15% d'une classe d'âge qui arrivait et qui obtenait le bac. Donc on est quand même moins de 10%. Donc on est sur une toute petite élite, on peut dire ça ou pas à l'époque? Oui, si l'on veut, on peut appeler ça élite. C'était effectivement... Le secondaire était emprunté par très peu de gens et c'est entre 1965 et 1975 qu'on a connu un boom extraordinaire. On a construit un collège par jour ouvré. Ça, c'est un chiffre extraordinaire. Et donc, tout le monde, progressivement, s'est orienté vers le baccalauréat. Justement, on va rester un petit peu dans les années 60. Et ce qui était un petit peu affleurant, il y avait l'idée qu'on a travaillé pour toute notre scolarité, finalement, se joue sur quelques heures d'épreuve. Oui. Et vous allez entendre ce que le Premier ministre Georges Pompidou proposait en 1964, d'inverser complètement les priorités, je n'ose pas dire les normes. Vous allez voir, on est en 64 sur le RTF, le Premier ministre Georges Pompidou. Je pense que le professeur que vous avez été, habitué à faire passer les épreuves du baccalauréat, ne m'en voudra pas si je sors un peu du domaine économique pour vous demander dans quel état d'esprit le gouvernement que vous dirigez a adopté la réforme du bachot. Ce bachot ne sera plus, ou ne devra plus être, un examen portant sur des connaissances en quelque sorte encyclopédiques, ingurgitées, si vous me permettez l'expression, souvent plusieurs dans les semaines qui précèdent l'examen. Ça devra être un examen approfondi, cherchant à faire la preuve que le candidat a assimilé convenablement la culture générale qui est le propre et la caractéristique de l'enseignement secondaire. Ce sera donc un examen important et qui devra être organisé de façon rationnelle pour que les candidats puissent être jugés sur leur véritable valeur. Jean-Michel Blanquer, 64, donc il y a plus de 50 ans. Est-ce qu'on y est vraiment parvenu à ça? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que ça reste du bachotage, on parlait du bachot, pendant quelques semaines, et qu'on oubliera très vite après. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que vous notez qu'on disait couramment bachot à l'époque et qu'on ne le dit plus tellement. Bien sûr que qui dit bac dit bachotage, ça existe toujours. Et que donc une évolution qu'on peut souhaiter, c'est qu'une partie du baccalauréat soit un examen que l'on passe à la fin de la terminale, ou voire en partie à la fin de la première, comme c'est le cas avec le français, et puis qu'une autre partie puisse faire l'objet d'un contrôle continu ou de quelque chose de moins fixé dans le temps, de façon à ce que ce soit moins artificiel. Donc je pense qu'effectivement, ce problème perdure aujourd'hui.
Il a des aspects positifs. Je pense qu'il est toujours bon qu'il y ait des marqueurs. Encore une fois, c'est la dernière institution nationale. C'est un moment symbolique dans la vie d'un jeune, tout simplement. Et donc, ça a de bons aspects. Et après tout, à un moment donné, se concentrer pour réussir quelque chose, c'est aussi quelque chose qu'on a à faire dans la vie à d'autres moments. Simplement, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la fin des études secondaires. Et donc, je crois qu'il faut arriver à un équilibre entre cette dimension de borne de fin d'études secondaires et de début d'études supérieures, et puis une dimension peut-être que l'on doit davantage étaler dans le temps pour cet examen. Oui, parce que Marie-Hélène Berniac, ce qu'on entend là quand on écoute le Premier ministre, c'est un peu l'idée que le bac, c'est une espèce de machine à apprendre des choses par cœur, qu'on ne teste pas la culture générale, la culture de ce qu'on a longtemps appelé de l'honnête homme. C'est des critiques qu'on a beaucoup adressées au baccalauréat et qu'on continue à adresser au baccalauréat. Oui, alors au 19e, on disait que justement le baccalauréat mesurait les connaissances. C'était souvent des discussions à bâton rompu au départ pour évaluer justement le candidat comme l'honnête homme au sens de Montaigne. Voilà, celui qui avait assimilé ses humanités et qui était capable de tenir rang dans la société. C'était ce que le bac visait au départ. Alors, on va basculer quelques années plus tard, parce que le bac est évidemment pris dans le tourment des événements de mai 1968. Évidemment, c'est davantage un mouvement universitaire, voire qui dépasse même le cadre universitaire, mais qui a évidemment des implications dans l'enseignement secondaire et en particulier pour l'organisation du baccalauréat de l'année 1968. Vous allez entendre successivement un jeune lycéen, porte-parole, qui a une parole extrêmement politisée, et ensuite le président des parents d'élèves, qui rappelle un peu ce qu'est aussi l'esprit du baccalauréat. On est donc en juin 1968. Nous avons décidé que de toute façon, le baccalauréat ne pourrait avoir lieu dans les circonstances actuellement le 6 juin. Nous demandons donc, nous sommes tous les responsables des comités d'action des lycées, aujourd'hui, dans tous les lycées et collèges, ont demandé aux élèves et aux professeurs d'arrêter leur révision pendant une durée de 8 à 10 jours, pour venir tous nous aider à demander premièrement de fixer une nouvelle date qui nous permettra un délai pendant lequel nous déciderons, en accord avec le gouvernement, s'il est d'accord, de réformer le baccalauréat. Eh bien, nous pensons que les élèves accepteront de le passer et nous pensons que les parents ont encore assez d'autorité pour convaincre leurs enfants qu'ils doivent le passer. Car ce que je voudrais que chacun comprenne, c'est que ne pas passer le baccalauréat, c'est ouvrir la porte aux privilégiés de la fortune, qui eux, de toute façon, bac ou pas bac, se débrouilleront. Mais les jeunes des classes modestes, pour lesquels le bac est une étape importante, est un moyen d'entrer aussi dans les facultés, et nous nous battons pour que le baccalauréat suffise à l'entrée aux facultés, et nous nous battons contre la sélection à l'entrée. Alors s'il n'y a plus de bac, ça n'est pas possible. Et j'ai entendu hier une proposition faite. Le baccalauréat pour tous cette année, c'est pas sérieux, c'est démagogique. Nous ne marchons pas. Nous pensons que doivent avoir le bac ceux qui méritent d'avoir le bac. Mais cela suppose aussi, bien sûr, que le baccalauréat soit passé dans de bonnes conditions. Jean-Michel Blanquer, c'est une dimension un peu supplémentaire, on ne l'avait pas encore évoqué ça. Le bac, qui est finalement un examen très égalitaire, anonyme, et qui conditionne une entrée à l'université. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau comme discours dans ces années-là. Oui, tout à l'heure, quand je disais que c'était la dernière grande institution nationale, ça veut dire un peu cela. C'est-à-dire que c'est l'institution universelle par laquelle une grande partie de la population va passer. C'est quand même un point très important. Il faut à la fois avoir cette dimension d'égalité, en même temps la dimension de diversité à l'intérieur du bac, parce qu'on dit le bac, il faudrait dire les bacs. Surtout après 68, où on commence à créer les sections A, B, C, D. Tout à fait. Et puis, vous voyez, spontanément, vous évoquez le baccalauréat général, mais oui. Il y a le baccalauréat technologique, il y a les baccalauréats professionnels. On dit souvent le bac technologique 1968. Absolument. Et professionnel, c'est 1985. Absolument. Et ces différentes évolutions, qui à mon avis vont dans le bon sens, c'est-à-dire ça diversifie les parcours, ces évolutions, c'est elles qui portent la généralisation du bac dans la population. Vous savez, on entend souvent le bac est galvaudé, tout le monde là. Mais en réalité, un pourcentage important des bacheliers sont des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques. Et le baccalauréat général, ces derniers temps, n'a pas énormément augmenté en pourcentage. Marie-Hélène Berniac, en 68, alors le bac, on l'a donné à tout le monde ? Non, quand même pas. On a aussi... Donc on a mis l'oral, on a mis des oraux de rattrapage. Et en 68, précisément, on a fait passer
la barre à 12. Avant, on avait le baccalauréat à partir de 10, immédiatement. Ensuite, ça a été 12, on l'avait tout de suite. Et entre 8 et 12, il fallait passer des oraux en plus. D'accord. Donc ça date de 1968. Mais alors, ce qui est intéressant, et vous l'avez évoqué, en 68, on passe le bac exclusivement à l'oral. J'imagine parce que c'est plus simple à organiser et que les lycées sont parfaitement désorganisés après les événements de mai. Vous allez voir que les étudiants qui viennent de le passer, dans les couloirs, ne sont pas forcément très satisfaits des modalités de cette nouvelle épreuve. Est-ce que ce bac 68 vous satisfait? Non, pas du tout. Non, vraiment pas, étant donné qu'on demandait une réforme, mais pas immédiate, ou tout du moins pas dans ces conditions. Vous auriez peut-être souhaité le passer plus tard? Il aurait peut-être mieux valu. Et de toute façon, on s'attendait vraiment à un bac classique, avec un écrit et un oral. On a été préparé toute l'année pour ça, on nous impose un bac oral. On n'est vraiment pas adapté. Ce qui est intéressant, Jean-Michel Blanquer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'il n'y a pas assez d'oral au bac. Alors là, on voit que c'était un peu le contraire, on dit qu'il y avait trop d'oralité au bac. Comme quoi, enfin, c'est difficile quand même de contenter tout le monde. D'abord, c'est impossible de contenter tout le monde, ça s'appelle la démocratie. Évidemment, tout est question d'équilibre. Je crois qu'il y a plusieurs équilibres à trouver. D'abord, équilibre entre les baccalauréats, c'est ce qu'on disait il y a un instant. Équilibre entre l'écrit et l'oral, c'est aussi un équilibre très important. Si c'est que écrit ou que oral, ça ne va pas, et c'est ce qu'on voit dans... Passer des langues à l'écrit, bien sûr. C'est un peu d'aberrant quand même. Hein. Absolument, mais pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc là on a typiquement un équilibre à trouver entre écrit et oral. Et puis, équilibre entre la dimension finale et la dimension en contrôle continu. C'est aussi un équilibre que l'on doit trouver. Donc on aura toujours des voix pour plaider pour des choses un peu extrêmes dans un sens ou dans un autre. Alors que la bonne formule, et c'est intéressant aussi de comparer sur le plan international ce qui se passe, on a toujours besoin d'un point de repère en fin d'études secondaires. Et donc la bonne formule, c'est une formule équilibrée entre toutes ces options. Équilibrée, mais le bac fait face à des défis de plus en plus importants. Et notamment, j'aimerais qu'on regarde la une de l'Obs, Nouvel Obs, de l'Observateur, même à l'époque, en 1978. Que faire de son bac? C'est une problématique qui émerge dans ces années-là, avec évidemment la massification de l'enseignement secondaire. Tout le monde commence à avoir, enfin pas tout le monde, on l'a entendu, mais de plus en plus d'élèves commencent à avoir le bac. Et donc la question même de la justification du bac se pose, non, Marie-Odile Mérignac, pardon. Oui, à un moment donné, avec le baccalauréat, on pouvait directement rentrer dans certains postes de la fonction publique. On était automatiquement dispensé du concours d'entrée à l'école normale d'instituteur ou institutrice. Le baccalauréat valait diplôme pour enseigner dans le primaire. Et puis ensuite, ça a évolué. Le baccalauréat progressivement est simplement devenu une étape et plus du tout quelque chose qui permettait directement à un jeune de rentrer dans le marché du travail dans des conditions favorables. Progressivement, on est passé de avoir le bac, c'était discriminant, ne pas l'avoir aujourd'hui, c'est ça qui est discriminant pour des minorités. Oui, en même temps, certains CAP sont plus inclusifs que ne peut l'être le baccalauréat, donc il faut aussi relativiser. D'où la question, que faire du bac? Oui, tout à fait. Il ne faut pas fétichiser le baccalauréat, c'est certain. Alors, en voilà un qui a fétichisé le bac, merci pour la transition. C'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, qui est ici l'invité en octobre 1985 de la très grande émission L'heure de vérité. Et il évoque un thème qu'on a depuis sans cesse rappelé et rappelé encore. C'était la première fois. On est donc dans L'heure de vérité en octobre 1985. Aujourd'hui, eh bien, il est à parier que chacun devra exercer un ou deux métiers. Pour pouvoir se reconvertir, il faut une bonne formation de base. Donc plus de jeunes doivent aller plus loin dans leur formation. Plus loin, c'est-à-dire jusqu'où? J'ai dit 80% d'une classe d'âge jusqu'à 18 ans au niveau du baccalauréat, ce qui veut dire 60% de bacheliers, puisqu'actuellement nous sommes à peu près à 40% niveau baccalauréat et 30% de bacheliers. Mais nous devons doubler l'effectif de nos étudiants. Est-ce que c'est réaliste de vouloir doubler le nombre de bacheliers ou au moins le nombre d'élèves qui ont le niveau du bac? Mais regardez en combien de temps vous pensez y arriver? Il me faut une bonne quinzaine d'années, hein, mais j'espère qu'on me donnera le temps. Hein. Mais je regarde ce qui se passe au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, dans les grands pays avancés. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 fois moins de jeunes chômeurs en Allemagne qu'en France? Mais la raison, elle est très simple. C'est qu'en Allemagne, ils vont à l'école, tout simplement. Ils vont beaucoup plus longtemps à l'école. Intéressant, cette comparaison. Oui. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je pense que, encore une fois, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots.
Jean-Pierre Chevènement avait évidemment raison de considérer dès cette époque-là qu'il fallait élever le niveau général de la population. On compare souvent l'époque actuelle à ce qui se passait il y a un demi-siècle, mais les besoins de la société, les besoins de l'économie n'étaient pas les mêmes il y a un demi-siècle qu'aujourd'hui. Donc tous les discours consistant à dire attention, n'amenons pas trop de gens au baccalauréat parce qu'après ça ne mène à rien, sont des discours un petit peu au premier degré. Bien, c'est un entonnoir. Oui, tous ces discours, disons, un peu rapides sur le baccalauréat. Ce qui est important, c'est que après Jean-Pierre Chevènement et au fil de différentes évolutions, on a diversifié le baccalauréat. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, et ça a été une invention importante avec celle-ci, celle du baccalauréat professionnel, avec l'objectif d'insertion professionnelle juste après le baccalauréat. Aujourd'hui, il faudrait relativiser ce point aussi, puisque malheureusement, les repères se sont brouillés. Par exemple, on a beaucoup de bacheliers professionnels qui s'inscrivent à l'université et qui échouent à l'université. On a donc de grandes évolutions à faire vivre dans les temps futurs pour mieux orienter après le baccalauréat, soit vers une insertion professionnelle, soit vers des formations plus adaptées. Mais l'objectif général, qui concerne tous les pays développés ou même les pays émergents, c'est évidemment celui d'élever le niveau de la population, mais de le faire dans une vision qui ne soit pas une vision univoque de l'excellence ou une vision univoque de ce qu'est le baccalauréat, mais dans une vision qui reconnaisse la diversité des excellences, qui reconnaisse la diversité des parcours. Donc le problème qu'on a en France, l'intelligence de la main aussi. L'intelligence de la main, qui est aussi importante que l'intelligence de la tête, les deux vont souvent ensemble. Cette dimension-là est extrêmement importante. Elle est parfois difficile dans notre tradition française, où au fond, il faudrait que tout le monde aille à Polytechnique pour qu'on soit satisfait. Il faut au contraire réussir à avoir une vision diverse, et puis une vision aussi, non seulement diverse dans l'espace, mais diverse dans le temps. C'est-à-dire qu'on est désormais dans une civilisation de la formation tout au long de la vie. Le baccalauréat doit simplement ouvrir vers une période où on va continuer à se former, non pas pendant 2 ou 3 ans, mais pendant des dizaines d'années. Juste une dernière question pour terminer. Vous avez travaillé sur le temps long du bac. Est-ce que cette idée que finalement le bac c'est de plus en plus galvaudé, c'est plus vraiment utile, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve depuis très longtemps ou c'est une problématique assez récente, ça ? On a déjà tenté de le supprimer à la fin du 19e. En pensant qu'effectivement ça ne servait pas forcément à grand-chose. Ça a été aussi évoqué dans les années 20. Donc c'est un peu un serpent de mer, ça revient régulièrement. Le baccalauréat, c'est ce que vous disiez, il faut lui trouver sa place et puis peut-être l'amalgame d'intitulés entre baccalauréat technologique et baccalauréat filière générale fait qu'effectivement on a des orientations en faculté ensuite, avec des élèves qui ne sont pas préparés à tous les exercices de langue qui sont nécessaires. Alors ne parlons plus du bac, mais des bacs. Et même nous, faisons aussi un effort pour ne pas parler que de l'épreuve de philosophie qui a ouvert les épreuves, parce qu'il n'y a pas que de la philosophie, il y a aussi d'autres bacs qui passent leurs épreuves et pas de la philosophie. Donc pensons aussi à tous ces candidats qui ne sont pas dans les filières générales. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. Je rappelle, parce que je ne l'avais pas fait, Jean-Michel Blanquer, votre dernier livre en 2014 chez Odile Jacob, L'école de la vie pour que chacun puisse réussir, et Marie-Odile Merniac, Histoire du baccalauréat en 2009 chez Archives et Culture. Merci beaucoup. L'Archive en plus cette semaine nous renvoie vers les tribunes des stades où la violence, on l'a vu avec l'Euro, s'invite souvent. On est là le 30 mai 1974 et vous allez voir des images qui nous rappellent des images qu'on a vues très récemment. Le fair-play britannique est tombé bien bas hier soir à Rotterdam pour la finale de la Coupe de l'UEFA entre Feyenoord et Tottenham maillot blanc. Après ce premier but des Hollandais peu avant la pause qui assurait pratiquement la Coupe à Feyenoord, des incidents ont éclaté dans les tribunes. Les supporters de la banlieue londonienne, surexcités, ont déclenché une bagarre que les Hollandais ne sont pas prêts d'oublier. La bagarre a pris rapidement des proportions énormes et les forces de l'ordre ont dû rapidement intervenir. Près de 200 supporters des deux camps étaient plus ou moins grièvement blessés, généralement au visage. Et puis comme chaque semaine pour terminer ce nouveau numéro de l'info dans le rétro, un peu de lecture, j'ai choisi cette semaine, et je ne le dirai jamais assez, l'excellente revue L'Histoire, qui publie son dernier numéro le mois de juin, qui est consacré à Guillaume le Conquérant, le destin d'un bâtard. On s'inscrit évidemment, comme souvent dans cette revue et dans cette émission L'Info dans le rétro, sur des éléments d'actualité. Alors là, c'est un peu plus lointain, mais c'est évidemment le Brexit qui a inspiré les concepteurs de ce numéro. Et j'insiste sur un article en particulier, sur Guillaume le Conquérant, l'article du grand médiéviste Jean-Philippe Jeunet, qui a écrit « Et l'Angleterre devint européenne », où il raconte effectivement l'importance du règne de Guillaume le Conquérant pour ancrer
les îles britanniques sur le continent européen, sur le fonctionnement culturel, économique et politique du continent. Et puis un autre article, allez, pour la fine bouche, La naissance de l'athlète par Jean-Manuel Roubineau, un article passionnant d'un historien vraiment à suivre de l'Antiquité et qui, dans le contexte évidemment des Jeux Olympiques de Rio, nous raconte l'importance de l'athlète à l'époque de la Grèce antique, et qui nous raconte déjà que des philosophes s'inquiétaient du rôle extraordinaire pris par les athlètes au détriment des intellectuels pour la vie de la cité. Donc peut-être que ça résonne aussi dans notre actualité. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de l'Info dans le rétro. Et comme chaque semaine, c'est un ami du passé qui vous dit au revoir. Cette semaine, c'est Raymond Barre qui vient de l'année 1988. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Faites de beaux rêves. Vive la France. Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'Info dans le rétro.